Combe Yvon, Fonsylviane, Francillonne Sationnet, Belfort Jacqueline, Citadelle Christian, Dagonia Sylvie, Promeneur Richard, Vegala Salon Patricia, Ratier Martelin, Riga Clara, Maricel Arthur, Représenté. Gatsibel Zacharine, Maricel Didier, Mercadier Sonia, Arna Salon Cindy, présente, Abella Annick, Rosamond Francia, Ajas Patrick, Rémi Bruno, Gracchus Benjamin, Bémator Edwige, Ramassami Nicole. 19 présents et 4 représentés. Merci. Le quorum étant atteint, nous pourrons valablement délibérer. Merci, chers collègues. Alors, on va modifier l'ordre du jour. Il y a 4 points hors ordre. Et puis en questions diverses, vu que la minorité a posé un certain nombre de questions, je pense en questions diverses, alors je lis bien les demandes qui ont été formulées, la copie des factures des restes à réaliser, la liste des subventions demandées par la collectivité au titre de 2023 et celles déjà perçues, la politique agricole, dispositions prises pour la période cyclonique, qu'on mettra en questions diverses. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité pour la modification de l'ordre du jour. Le premier point, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 juin. Y a-t-il, chers collègues, des remarques ou des questions? S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de remarques, on met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Le point numéro 2, réalisation d'un contrat de prêt PSPL, enveloppe et du prêt de montant de 3,5 millions auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement du groupe scolaire de Caillou. La parole est donnée au collègue Jean-Louis Saint-Sidi. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. La commune de La Montagne s'est lancée dans la construction d'un groupe scolaire à Caillou. Pour le financement de cette opération, le maire est invité à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un contrat de prêt composé d'une ligne de prêt pour un montant total de 3 500 000 euros et dont les caractéristiques financières sont les suivantes. La ligne de prêt PSPL et du prêt, montant 3 500 000, durée de la phase de préfinancement 3 à 24 mois, durée de l'amortissement 40 ans, périodicité des échéances annuelles. L'index, c'est le livret A. Le taux d'intérêt actuariel annuel, taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat, plus 0,60%. Revisabilité du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A, amortissement prioritaire. Absence de mobilisation de la totalité du montant du prêt. Autorisé moyennant le paiement d'une pénalité de dédit de 1% calculée sur le montant non mobilisé à l'issue de la phase de mobilisation. Remboursement anticipé. Autorisé à une date d'échéance d'intérêt pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. La typologie, glisseur 1A, commission d'instruction 0,06%, 6 points de base du montant du prêt. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Allez-y, monsieur Bocus. Merci, monsieur le président. Alors, j'ai vu que c'était sur 40 ans. Alors, pour quelle raison vous avez mis. Pour quelle raison avoir opté pour un remboursement sur 40 ans, vu que c'est 3 millions 5, c'est ça? Pourquoi pas sur 5 ans ou 10 ans? Pourquoi avoir endetté, mais pourquoi avoir engagé la société de la commune sur une durée de 40 ans? Monsieur Mirabel. Alors, la durée de l'amortissement du prêt a été choisie de manière à ne pas trop impacter les remboursements qui se font annuellement. Donc, et nous permettre aussi d'avoir la possibilité de mobiliser des fonds sur également les projets d'investissement qui vont être réalisés par la suite.
cher collègue, la réponse. Merci pour la réponse. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Monsieur Citadel. Pour la bonne compréhension de tous, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que les dus prêts? Monsieur Muratel. C'est l'appellation du prêt qui a été donnée. Je n'ai pas de réponse particulière dessus, sur ce point-là, M. Citadel. Oui, vas-y, Christian. Vous avez dit que Ces prêts sont essentiellement réalisés par la Banque des territoires pour la construction ou l'amélioration des bâtiments à caractère éducatif, donc les écoles, donc c'est assez spécifique. Très bien, j'apprends quelque chose. Merci. S'il n'y a plus de questions, on veut voir. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point suivant, deuxième édition du mois d'insertion. La parole est au collègue Didier Maricel. Merci, Président. La commune de la Montagne compte 2600. C'est le point modifié. Hein? Vous avez reçu la modification. Alors, je reprends. La commune de la Montagne compte 2600 pas chômeurs sur son territoire, sous Pôle emploi. Dans l'optique de favoriser l'insertion par l'activité économique, la commune mise sur la mobilisation et la fédération de tous les acteurs de l'emploi, de l'insertion professionnelle et d'apprentissage pour permettre au public en situation de recherche d'emploi d'accéder plus facilement à l'information sur les dispositifs existants, les accompagnements possibles, les offres de formation et d'emploi. C'est dans cette optique que la commune a réalisé en septembre 2022 l'action Mois de l'insertion. Durant tout le mois, des ateliers, des jobs ou alternances, des teams, des stands d'information ont eu lieu, attirant plus de 300 visiteurs, toute action confondue. Plus d'une trentaine de partenaires avaient répondu à l'invitation, notamment le RSA, les centres de formation, le RSMA, les centres de formation, la mission locale, le Pôle emploi, les associations, l'école de la deuxième chance, etc. Le bilan effectué par certains partenaires indique les éléments suivants. Sur 53 postes CDI, CDD intérim, 43 ont été pourvus. 15 personnes ont intégré une formation en alternance, 26 personnes ont intégré une formation qualifiante. Afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de concrétiser leur projet professionnel, la commune envisage de réaliser la deuxième édition du mois d'insertion du 8 au 29 septembre 2023. Le programme prévisionnel est le suivant. Le 8 septembre, matinée de préparation à l'embauche, avec l'aide à la rédaction de CV et de l'aide de motivation, avec le concours du sidérurgiste de la région. Simulation d'entretien d'embauche, prestation de beauté et de coiffure gratuite avec l'association Aimez-vous et Main le fait. Le 12 septembre, je découvre le RSMA au RSMA. Visite du RSMA, échange avec les jeunes engagés et le personnel. Du 19 au 21 septembre, j'entreprends avec la DIE. Alors, ce sera 3 jours d'accompagnement à la création d'activités pour les personnes n'ayant pas encore immatriculé leur entreprise. Le 13 septembre, la matinale des acteurs économiques. Matinée d'information sur les dispositifs d'aide au recrutement au bénéfice des acteurs économiques avec des stands d'information et des conférences, avec le concours du Pôle emploi et de la CCI et les autres partenaires. 14 septembre, le Forum des métiers de la défense et de la sécurité, avec des informations, recrutement, animation avec le CIOFA, la gendarmerie, la police municipale, les pompiers, le RSMA et d'autres partenaires. Le 21 septembre, le marathon des ateliers, avec des ateliers de remobilisation pour les jeunes en contrat CFJ, avec la mission locale. 28 septembre,
le VICAJOB, avec des stands d'information, recrutement en emploi et en formation pour le public bénéficiaire du RSA, le revenu de solidarité active. Le calendrier peut évoluer en fonction des actions ponctuelles proposées par les partenaires, job dating, alternance dating, réunion d'information, etc. Le budget de ce projet est estimé à 12 565 €. Alors, en dépenses, nous avons la prestation de sonorisation pour un montant de 1 335 €, collation 3 200 €, prestation animation 500 €, prestation de beauté de coiffure 5 500 €, goodies 2 000 €, un total de 12 565 €. En recette, nous avons la demande de subvention à AP, lutte contre la pauvreté, pour 10 000 € et la participation de la ville est évaluée à 2 565 € pour un total de 12 565 €. Afin de financer une partie du projet, la commune a répondu à un appel à projet relatif à la prévention et à la lutte contre la pauvreté lancé par le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées sur la thématique de l'accès à l'emploi et la levée des freins à l'insertion professionnelle. C'est ce même objectif que vise le projet, deuxième édition du mois d'insertion. Je vous demande d'en délibérer, cher. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, Madame Ondu, vous voulez apporter des précisions? Ça va? En tout cas, je vous remercie pour le travail fait parce qu'on peut avoir une certaine satisfaction, voire une certaine fierté que ce genre de manifestation durant un mois se tient sur notre territoire. Et ça me rappelle toujours ce qu'on disait, toujours une main tendue vers la jeunesse, mais même vers les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, c'est bien de penser à ces personnes-là. Donc je vous remercie pour ce travail effectué. S'il n'y a pas de remarques, on met au voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point numéro 4, renforcement des actions de médiation sociale sur le territoire en partenariat avec l'association Animobile du Nord. C'est toujours le collègue Didier Maricel. Merci, Président. Alors, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, l'association Animobile du Nord a répondu à un appel à projet qui désigne des opérateurs dans le champ de la médiation sociale de rue en vue d'accompagner des jeunes de 18 à 30 ans désocialisés, bénéficiaires au nom du RSA sur le territoire de la montagne de Saint-Rose. Régi par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 19 août 1901 et déclaré à la préfecture de Basse-Terre le 8 janvier 2001, l'association Animobile du Nord, dont le siège social est à Lié, œuvre en faveur de l'insertion sociale et professionnelle de publics en difficulté. Afin de permettre à la population lamantinoise de bénéficier de ce service de proximité et de renforcer le travail effectué par le service insertion et médiation sociale, la ville envisage un partenariat avec l'association Animobile du Nord. Ainsi, deux binômes de médiateurs seront déployés sur le territoire afin d'assurer les missions qui s'organisent autour du contact auprès des habitants et usagers, de l'identification des problématiques sociales, de la mise en œuvre d'actions de sensibilisation et de prévention. Ces missions s'appuient sur le référentiel d'activité de la médiation sociale, à savoir assurer une présence active de proximité, prévenir et gérer les situations conflictuelles, mettre en relation avec un partenaire, favoriser les projets collectifs, support de médiation sociale, informer, sensibiliser ou former. La conclusion de partenariat avec cette association servira à l'intérêt public local et contribuera d'une part à la préservation du lien social, à l'accès aux droits et à la prévention des violences et des conflits. D'autre part, à l'insertion professionnelle des personnes sur le territoire. En effet, les 4 médiateurs qui seront embauchés seront des résidents de la montagne. Ils bénéficieront d'un contrat parcours emploi et compétences, le PEC, pour une durée de 4 mois à raison de 35 € par semaine. Les contours de ce partenariat sont définis dans une convention, voire annexe, pour permettre à l'association d'effectuer ses missions dans les meilleures conditions. La ville l'accompagnera de la manière suivante. Attribution d'une subvention numéraire d'un montant de 5 500 € pour contribuer à ses frais de fonctionnement, notamment les frais de personnel et fournitures.
Mise à disposition ponctuelle d'un bureau afin de recevoir les jeunes pour des besoins d'orientation et d'accompagnement dans leur démarche d'insertion. Mise à disposition d'un véhicule, selon le planning défini, pour permettre aux médiateurs d'aller vers les publics situés dans les quartiers excentrés de la ville, de sorte qu'ils bénéficient également des mêmes opportunités. Alors, concernant le budget en dépenses, nous avons l'accompagnement financier pour les besoins de fonctionnement qui est évalué à 5 500 €. Je vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. C'est un peu la suite du point précédent, dans la mesure où c'était l'action ponctuelle sur un mois, mais là, nous voyons bien que nous rentrons dans non seulement la couverture intégrale du territoire, parce qu'on va dans les quartiers en lui donnant à cette association l'occasion de pouvoir se déplacer, d'aller dans les quartiers, mais en plus, c'est dans la durée. Donc, c'est vrai que c'est un travail titanesque, mais nous sommes en responsabilité et nous assumons effectivement de mettre ces actions-là au cœur de ces publics fragilisés par la conjoncture d'ailleurs et par leur situation sociale. Y a-t-il des remarques, chers collègues, ou des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point numéro 5, subvention au coureur de l'USL pour le 72e tour cycliste de la Guadeloupe. La parole est donnée à M. Francillon. Bonsoir à tous, merci Président. Suite à la victoire des coureurs de l'Unisport Lamontinois au 72e tour cycliste de la Guadeloupe, la ville souhaite récompenser le club et les coureurs qui ont fièrement porté les couleurs de notre commune. Il est soumis au conseil municipal le versement d'une prime aux 6 coureurs de l'équipe en récompense de leur performance et à l'association. Ces primes se décomposent comme suit. USL 2000 €, Benjamin Leny 1000 €, Cédric Ramotte 500 €, Ryan Delos 500 €, Fende Boyot 500 €, Yanis Agricole 500 €, Gaël Bordet 500 €. Le Président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Monsieur le Président, Allez-y, monsieur. veuillez noter que je ne comprends pas vos votes. Très bien. Il faut noter que le collègue Didier Marissel, étant membre du conseil d'administration de l'USL, ne prend pas part au vote. Cependant, nous pouvons aussi, on ne va pas refaire l'histoire, c'est fait, tout le monde a été content, on a vécu ça, tout le monde a vibré, mais si bien de reconnaître l'effort, et heureusement que nous sommes là aussi pour accompagner non seulement l'USL, mais les autres associations du territoire pour le rayonnement même de Lamentin. La Guadeloupe était à l'unisson avec le Lamentin ce jour-là. Merci pour cette récompense qu'on la loue à ces coureurs-là. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Subvention à l'association Unisport Lamontinois. Le point numéro 6, c'est toujours le collègue Francillon qui a la parole. Merci Président. Dans le cadre de la préparation du Grand Prix de l'USL qui s'est déroulé le 2 juin au 4 juin 2023, l'association a sollicité à la ville de Lamentin pour le versement d'une subvention exceptionnelle lui permettant de couvrir les frais d'organisation. Il est proposé d'accorder une subvention exceptionnelle de 8 000 € à l'association Unisport Lamontinois afin de lui permettre de faire face aux dépenses induites par l'organisation de cette manifestation. Le Président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Des remarques? Même pour moi, Président, je comprends pas. C'est bien. S'il n'y a pas de questions, mais au voit. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 7. Journée du patrimoine des 15 et 16 septembre. La parole est à Annie Gély.
Merci, Président. Bonsoir à tous. Les 40e journées européennes du patrimoine auront lieu les 15, 16 et 17 septembre 2023 sur le thème Patrimoine vivant et patrimoine du sport. Il s'agira de mieux faire connaître la richesse et la diversité culturelle du territoire et de sensibiliser le grand public à la sauvegarde, la reconnaissance et la mise en valeur du patrimoine. La ville de Lamentin participera comme chaque année à cet événement en proposant à la population une programmation dense et diversifiée autour notamment de la musique et des clubs sportifs de la commune les 15 et 16 septembre 2023. Au cours de ces journées seront également valorisées les pratiques, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis d'une génération à l'autre à travers l'artisanat traditionnel, les métiers d'antan, la danse, la cuisine, la coiffure, les contes et marionnettes. Des animations seront proposées aux scolaires et à la population à la médiathèque municipale Ernest Pépin sur le square de l'Hôtel de Ville et en mairie. Le budget pour l'organisation des journées du patrimoine s'établit à 13 858 € hors taxes et se présente comme suit. En dépenses, prestations sonorisation 4 400 €, prestations animation 7 914 €, prestations sécurité 850 €, restauration pour le personnel d'astreinte et les artistes 694 €. Ce qui fait un total de 13 858 € hors taxes. Le Président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Est-ce que l'administration veut apporter des précisions? Madame Citadel? S'il n'y a pas de remarques, on va voir. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Création d'un emploi non permanent en accroissement saisonnier d'activité et autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur l'emploi. La parole est donnée au collègue Lucien Baudor. Merci, Président. Bonsoir à tous. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement de ces services. L'article L332-23-2 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement de ces emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois au renouvellement compris. Ainsi, en raison du changement de statut de l'espace thermoludique et afin de poursuivre jusqu'à son terme la relation contractuelle qui liait un agent à cet établissement public administratif, il est proposé au conseil municipal de créer, à compter du 1er septembre 2023, un emploi non permanent sur le grade d'opérateur principal des activités physiques et sportives, catégorie C, dont la durée hebdomadaire de service est de 35 heures, et de l'autoriser à recruter un agent contractuel pour une durée de 6 mois maximum sur une période de 12 mois consécutifs. Cet agent assurera les fonctions d'éducateur animateur sportif à temps complet. L'agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade des opérateurs principaux des activités physiques et sportives. Le tableau ci-dessous fixe les modalités, donc c'est-à-dire catégorie C, nombre de 2 agents, poste animateur éducatif sportif, type de recrutement emploi non permanent, conformément à l'article L332-23-1 du Code général de la fonction publique, niveau de recrutement diplômé dans le domaine du sport, rémunération par référence en cas d'emploi des opérateurs principaux des APS, majoration de traitement de 40% possible, nature de la mission mettre en place, encadrer des activités sportives. Niveau de rémunération, grille indiciaire des opérateurs principaux des activités physiques et sportives. Je vous demande donc d'en délibérer.
Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Monsieur Bacchus. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est le constat que nous faisons, c'est qu'à presque à chaque conseil municipal, il y a souvent des créations de postes. Donc, nous, après analyse, nous avons jugé que nous allons voter contre la plupart des créations d'emplois, des créations de postes, en dehors bien évidemment des créations de postes liées à des avancements de grade ou des promotions internes, ce qui est tout à fait normal, parce que selon nous, nous jugeons que ces créations de postes sont inadaptées, parfois certaines à notre... selon nous, elles sont litigieuses, elles sont parfois soumises aux règles du clientélisme. Donc, nous allons donc voter contre ces créations d'emplois, et je le répète, excepté bien évidemment celles qui concernent, nous allons voter pour en tout cas celles qui concernent les créations de postes dues à des avancements de grade, ce qui est tout à fait normal puisqu'il faut que le personnel de la collectivité évolue, et également concernant celles qui concernent donc les promotions internes. Voilà. Vous répétez 3 fois la même chose dans une intervention. Je ne sais pas pourquoi, c'est la redondance, on vous a appris que ça fonctionne bien. Vous avez raison. Cependant, vous avez parfaitement le droit de ne pas prendre part ou de voter contre. Le projet est clair. Il s'agit de faire évoluer le tennis sur le territoire de la montagne. Nous avons une structure qui le permet. Il y a une forte demande. Et pour répondre à cette demande, donc il s'agit pour nous de professionnaliser le fonctionnement. Donc les éducateurs qui sont maintenus, ce sont des éducateurs qui sont formés pour le tennis, et ce tennis club sera à disposition aussi des élèves et des enfants de la montagne. Et je demande à M. Guillou d'apporter des précisions. C'est le prochain rapport. Ah, c'est le prochain rapport. C'est l'agent de la mission qu'on va transmettre. Ah, c'est les agents de la mission. Donc, c'est les agents de la mission, c'est juste un transfert, donc c'est même encore moins. Donc, parce que lui, va venir, parce que c'est une création de poste. Donc, là, si je comprends bien, c'est les agents de la mission qu'on doit transférer à la ville de la montagne, et forcément ce sont des maîtres nageurs, ce sont des sportifs, donc on doit créer des postes pour pouvoir les accueillir. D'accord, moi je pensais qu'il parlait du tennis. C'est le point. Monsieur Gracchus, vous comprenez les raisons de création, ça c'est bien, c'est pas une promotion, mais c'est des agents déjà de la ville, mais qui étaient dans la structure de la ville et qui vont réintégrer la ville de la montagne. Donc vous pouvez voter contre, mais en tout cas, nous ne souhaitons pas que ces personnes-là perdent leur emploi alors que la ville chaude va changer de statut. Donc s'il n'y a plus de questions, on met au voix. Vous êtes en train de changer d'avis, je vous passe la parole. Non, je vous passe la parole. Allez-y. Alors, ne dites pas ce que vous avez dit. Ne faites pas des interprétations qui sont fausses. Moi, vous m'avez dit que j'ai répété les choses 3 fois. Pourtant, je les ai répétées, parce que vous me faites comprendre que en gros, c'est dans ma culture. On va dire que c'est dans ma culture. Si j'ai répété les choses 3 fois, c'est pour que ça soit bien clair, pour que tout le monde puisse comprendre. Et au contraire, éviter des mauvaises interprétations. Là, vous dites que, en gros, vous, du moins la majorité va voter pour éviter qu'ils puissent perdre leur emploi. Vous savez, mais, je veux dire, tout élu et sera forcément contre le fait qu'un employé de la mairie perde son emploi. Mais, comme je dis, vous avez choisi de transformer le centre thermoludique en étoile-bio. Du moins, vous avez changé le statut, ça c'est votre politique. Mais nous, déjà, nous étions contre. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que nous sommes contre ces créations d'emplois. Parce que nous partons du principe que ces agents étaient à Ravenshoe, ils devraient du moins rester à Ravenshoe et pour permettre au contraire à Ravenshoe d'évoluer comme il se le doit. Voilà. Et à quel moment j'ai dit que j'étais contre. Très bien. Mais juste pour mémoire, Ravenshoe, c'est nous qui l'avons ouvert.
Et d'autres l'ont fermé, d'autres l'ont gardé fermé. Donc aujourd'hui, c'est nous qui sommes en exercice et nous savons vers quoi nous voulons faire évoluer la ville. Donc le statut, la décision que le conseil municipal, en tout cas la majorité, fabrique, c'est de manière à faire encore la ville d'aller plus loin. Donc on n'est pas d'accord avec le projet, mais la suggestion là maintenant, c'est pas la ville, ce sont les deux transferts d'emploi. Donc on va rester sur ce point-là et qu'on va mettre au point. Vous voulez ajouter quelque chose? Permettez-moi une dernière intervention. Vous avez parlé du centre en fait, qui avait été fermé, réouvert, etc. Comme le dit, les personnes qui étaient là à l'époque ne sont pas là pour se défendre. C'est votre vision des choses. Mais comme le dit, malheureusement, ces personnes-là ne sont pas là. Donc, très bien. C'est vous qui êtes. Très bien. On ne va pas faire le débat. On va pas faire le débat, mais je sais qu'il y avait une liste qui était conduite, mais bon, on ne va pas rentrer dans le débat. Je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité, moins 3 contre. Merci, chers collègues. Création de 2 emplois non permanents d'emplacement temporaire d'activité. C'est le collègue Gladys Bureau qui a la parole. Le point 9. Merci, bonsoir à tous. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. L'article L332-23-2 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois, renouvellement compris. Ainsi, compte tenu de la nécessité de développer l'activité de tennis sur le territoire, il est proposé au conseil municipal de créer, à compter du 1er septembre 2023, 2 emplois non permanents sur le grade d'opérateur principal des activités physiques et sportives, catégorie C, et de l'autoriser à recruter 2 agents contractuels pour une durée de 12 mois maximum sur une période de 18 mois consécutifs. Ces agents assureront des fonctions d'éducateurs, animateurs sportifs. Ils devront justifier d'un diplôme en la matière. Les agents contractuels seront rémunérés par référence à la grille indiciaire afférente au grade des opérateurs principaux des activités physiques et sportives. Le tableau ci-dessous fixe les modalités. Catégorie contractuelle, catégorie C, nombre de volumes horaires hebdomadaires de postes à 35 heures, poste animateur d'éducateur sportif, type de recrutement, emploi non permanent, accroissement temporaire d'activité, article L332-23-1 du Code général de la fonction publique, niveau de recrutement, diplômé dans le domaine du sport, rémunération par référence au cadre d'emploi des opérateurs principaux des APS, majoration de traitement de 40%, nature de la mission, mettre en place et encadrer des activités sportives. Niveau de rémunération, grille indiciaire des opérateurs principaux des activités physiques et sportives. Le président vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, chers collègues? Monsieur, si vous voulez porter des précisions? S'il n'y a pas de questions, c'est toujours pour développer le sport et faire le sport de qualité et le sport de masse sur notre territoire. L'excellence, c'est en même temps le sport de masse. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité, moins 4 voix contre. Le point numéro 10, création d'un emploi non permanent en accroissement temporaire, autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur cet emploi. La parole est au collègue Rodrigue Moulin. Merci, Président. Bonsoir à tous.
Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. L'article L332-23-1 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois, renouvellement compris. Ainsi, en raison de missions nécessitant un renfort, il est proposé au conseil municipal de créer, à compter du 1er septembre 2023, un emploi non permanent sur le grade d'attaché territorial, catégorie A, dont la durée hebdomadaire de service est de 35 centièmes, et de l'autoriser à recruter un agent contractuel pour une durée de 12 mois maximum sur une période de 18 mois. Cet agent assurera des fonctions de chargé de mission à temps complet. Il devra justifier d'un diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 7 minimum. L'agent contractuel sera rémunéré par référence de la grille indiciaire afférente au grade des attachés territoriaux. Le tableau ci-dessous fixe les modalités. Alors, contractuel, catégorie A, nombre 1, quantité 1, poste chargé de mission, type de recrutement, emploi non permanent, accroissement temporaire d'activité, article L332-23-1 du Code général de la fonction publique. Niveau de recrutement, diplôme de l'enseignement supérieur, niveau 7 minimum, rémunération par référence au cadre d'emploi des attachés territoriaux. Majoration du traitement de 40%. Nature de la mission, chargé de mission. Niveau de rémunération, la grille indiciaire des attachés territoriaux. Je vous propose d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on va voir qui est contre, qui s'abstient. Adopté à la majorité, moins 3 abstentions. Le point numéro 11. Création d'emplois permanents dans le cadre de la portabilité de contrats à durée indéterminée. La parole est toujours à vous découvrir. Merci, Président. Création d'emplois permanents dans le cadre de la portabilité de contrats à durée indéterminée, article L332-8 à L332-12. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la fonction territoriale, de la collectivité territoriale. Par dérogation au principe énoncé à l'article L311-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux. La loi de transformation de la fonction publique est venue modifier l'article 3-5 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 qui favorise la mobilité des agents contractuels entre les 3 versants de la fonction publique. Lorsque l'autorité territoriale propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article L332-8 à un agent contractuel territorial lié par un contrat indéterminé à une collectivité ou l'un des établissements publics mentionnés à l'article L-4, une personne morale relevant de l'article L-3 ou de l'article L-5 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. Partant de ce postulat,
Et dans le cadre du changement de statut de l'espace thermoludique, il y a lieu de créer les postes suivants afin de mettre en œuvre la portabilité du contrat à durée indéterminée de certains agents selon les modalités ci-dessous. Alors, catégorie C, filière technique, pardon. Catégorie C, quantité 1, le grade adjoint technique à temps complet 35-35e. Rémunération par référence au cadre d'emploi des adjoints techniques, majoration de traitement de 40%, régime indemnitaire en vigueur. Filière administrative, catégorie C, quantité 1, grade de référence, adjoint administratif à temps complet 35-35e. Rémunération par référence au cadre d'emploi des adjoints administratifs, majoration de traitement de 40%, régime indemnitaire en vigueur. Filière sportive, catégorie C, quantité 1, opérateur principal des activités physiques et sportives, 35-35e. Rémunération par référence au cadre d'emploi des opérateurs principaux des APS, majoration de traitement de 40%, régime indemnitaire en vigueur. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités. Donc, le président vous demande de bien vouloir en délibérer. Merci. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Des remarques? S'il n'y a pas de questions, mais au voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à la majorité, moins 4 contre. Le point suivant, création de la commission communale de sécurité contre les risques d'incendie et d'accessibilité, désignation des membres de la commission. La parole est donnée à Richard Kovner. Collègue, tu as la parole. Merci, Président. Bonsoir à tous. La notion d'établissement d'enseignement public ERP est définie à l'article R 123-2 du Code de la construction et de l'habitation, CCH. Sont considérés comme ERP tous les bâtiments locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquelles sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non. La définition d'ERP regroupe un grand nombre d'établissements: cinéma, théâtre, magasins, bibliothèques, écoles, restaurants, hôtels, immeubles de grande hauteur, IGH, structures fixes ou provisoires, comme les chapiteaux, temples et structures, CTS. Le risque incendie dans l'établissement recevant du public est un enjeu majeur relevant principalement de la responsabilité du maire. En cas de sinistre, un incendie est susceptible d'avoir rapidement des conséquences dramatiques sur des personnes et les biens. De même, l'accessibilité des locaux constitue une amélioration de la qualité de vie de tous les usagers, qu'ils soient ou non porteurs de handicap. Le Code général des collectivités territoriales confie au maire une responsabilité de police administrative générale sur sa commune. Sous le contrôle administratif du préfet du département, la police des ERP est une police municipale spéciale en ce qui concerne la protection des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP. Le maire est donc chargé de veiller au respect de la réglementation correspondante. D'une manière générale, le maire établit annuellement pour le préfet la liste des ERP existant sur le territoire de sa commune et la transmet au S10 pour une mise à jour des données des ERP du département. Est responsable du suivi des avis favorables ou défavorables
rendus par les commissions de sécurité et d'accessibilité à l'égard des ERP implantés sur sa commune. Il lui appartient d'autoriser ou de refuser la construction, l'ouverture ou la poursuite d'exploitation des ERP. Avant toute ouverture d'un ERP, ainsi qu'avant la réouverture de l'établissement fermé pendant plus de 6 mois, l'exploitant est tenu de demander au maire l'autorisation d'ouvrir au public. Les ERP, établissements recevant du public, sont soumis à des obligations de contrôle par les commissions de sécurité et d'accessibilité et aux actes administratifs de l'autorité municipale. Lors de la visite d'ouverture, la commission communale de sécurité et d'accessibilité vérifie que les ERP sont aux normes pour recevoir du public. Elle doit faire un rapport sur la sécurité et l'accessibilité de l'établissement avant son ouverture ou réouverture après travaux. La commission peut être sollicitée à plusieurs moments clés de la vie d'un ERP. Au lancement des travaux, la commission étudie le projet et les plans et donne un avis favorable ou défavorable au maire. Avant l'ouverture de l'établissement, pour obtenir l'autorisation d'ouverture et l'attestation d'accessibilité, l'article R 111-19-27 du CCH, si les travaux ont été soumis à un permis de construire, en cas de reprise de l'établissement recevant du public, si le local a été fermé au public plus de 10 mois, lors de travaux d'aménagement, une autorisation doit être demandée au maire. Après consultation des commissions compétentes, le maire notifie le procès-verbal portant avis des commissions et sa décision à l'exploitation. La commission communale de sécurité est présidée par le maire ou l'adjoint désigné par lui. Sont membres de la commission communale de sécurité contre les risques d'incendie et d'accessibilité, avec voix délibérative, les personnes désignées ci-après ou leurs suppléants. Le maire ou l'adjoint désigné par lui, le chef de la sécurité publique ou le commandant de la brigade de gendarmerie, un agent de la commune, un agent SIA, afin de lui permettre de remplir les obligations de contrôle et de suivi administratif, les ERP sur le territoire de la ville, le maire propose de créer une commission communale de sécurité contre les risques d'incendie et d'accessibilité. Le maire vous demande d'en délibérer. Madame Yépan, vous avez des précisions à apporter? Il y a des questions? Déjà, est-ce qu'il y a une proposition sur les personnes désignées pour faire partie de la commission? On avait proposé, alors, l'adjoint délégué, non, c'est pas l'adjoint, c'est monsieur Martelin. Monsieur Martelin. Oui, c'est l'élu délégué. Oui, l'élu délégué. Ensuite, un binôme, puisque des fois, monsieur Martelin n'est pas, monsieur Ratier n'est pas disponible, donc monsieur Saturnin Francillotte, le chef de la police, bien sûr, l'agent de la commune qui sera un agent du... L'agent de la commune qui sera un agent du service et un agent SIAC, puisque le SDIS ne nous accompagne plus sur les commissions communales de sécurité. Parce que le SDIS est en sous-effectif. D'accord, autant nous portons notre contribution, parce que nous votons chaque année notre contribution à l'ESDIS pour le projet de sécurité mondiale. Beaucoup d'argent pour l'ESDIS, donc même s'il y a ces difficultés qu'on peut entendre, mais quand même, au nom de notre participation, ils devraient trouver une solution très rapidement, j'espère pour eux, pour que les choses rentrent dans les règles. Oui, alors le SDIS participe aux commissions départementales avec la préfecture, mais pas aux commissions communales. Oui, voilà. D'accord, mais c'est la politique, je ne sais pas que c'est le débat que l'on fait. Nous versons une cotisation à
à l'Estis. Je pense que je suis plus, je ne peux pas dire que mais je sais que c'est un montant conséquent. Alors, si on en fait la demande, mais il faut qu'il soit disponible. Et donc, comme on a pas mal de commissions à je pense que c'est mener. la ville de la Martinique qui est concernée par cette difficulté, donc je vais demander au président des associations de l'UDPR de poser la question. D'accord. Parce que normalement, ce que les communes à l'Estis devaient leur permettre de fonctionner, de pouvoir répondre aux sollicitations des communes. Parce qu'une commission, des commissions comme ça, il n'y en a pas à chaque matin. Hein? D'accord? Alors, les commissions départementales, il n'y en a pas chaque matin? Non, je parle au niveau de la... Mais les commissions communales, on va en mettre de plus en plus souvent, parce que la préfecture nous demande de recenser et de faire remonter tous les ERP de 5e catégorie de la ville. Donc nous devons aller sur le terrain, recenser ces ERP-là et faire des commissions communales. Donc on en aura de plus en plus souvent. Ok. Y a-t-il des questions? Des remarques? S'il n'y a pas de questions, mais au revoir. Oui, M. Staller. Petite remarque, puisque on compte comme ERP les structures fixes ou provisoires comme les chapiteaux, temps et structures. Ce qui signifie qu'une famille qui organise une manifestation chez elle, est-ce qu'elle doit faire la demande de contrôle de sa structure? C'est très important puisque nous devons informer la population de tous ses devoirs, à mon avis. Alors, la structure est censée être contrôlée régulièrement et assurée. Et donc, la famille, donc l'organisateur, doit fournir une attestation de bon montage. De contrôle et de bon montage. Et ainsi que l'assurance. Bien sûr, cette structure doit être assurée. Lorsque c'est la commune qui met la tente, lorsque c'est la commune qui met la tente, nous avons l'assurance de la ville. L'attestation de bon montage, on peut le fournir puisque ce sont des gens qui ont été formés pour monter les structures. Voilà. Et on fait contrôler régulièrement les chapiteaux. Donc la famille qui a une tente installée par la commune, elle ne se charge de rien. C'est la commune qui à ce moment-là se charge de la déclaration du contrôle de sécurité. Est-ce que vous pouvez répéter vos questions? J'ai pas pris de questions. Selon moi, je crois qu'il arrive parfois que la commune installe chez des citoyens des tentes pour diverses occasions. Donc, lorsque la commune installe une tente chez un citoyen, ce citoyen n'a aucune obligation de déclarer ou de quoi que ce soit. Donc c'est la commune à ce moment-là qui a la responsabilité entière couvrant toutes les garanties de sécurité. Alors, il y a plusieurs questions, une seule. Quand une famille fait une fête, normalement, elle doit s'assurer que toutes les mesures sont prises de sécurité. Normalement, elle doit monter un dossier de sécurité, déclarer déjà sa manifestation et monter un dossier de sécurité avec toutes les assurances, SACEM, assurance de la manifestation, etc., etc. Après, pour ce qui est des chapiteaux, c'est la ville qui est responsable. Madame Mélodie, une précision. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est la responsabilité. Quand le chapiteau est monté, à partir du moment que la commune donne le certificat de conformité, que la commune donne son assurance, la personne qui a le chapiteau chez lui ou l'administrateur chez elle, c'est à cette personne-là de prendre toutes les dispositions nécessaires concernant l'assurance de sa manifestation. Donc, il y a aucun problème sur ça. À partir du moment que nos chapiteaux sont en règle, ont le certificat, sont conformes, nous on donne, mais on n'assure pas la manifestation de l'administré. Très bien. En tout cas, en tout état de cause, ce genre de commission est plus que nécessaire sur le territoire. C'est très bien de l'avoir mis en place parce que je
pense que c'est la preuve que nous sommes soucieux de la sécurité de nos concitoyens et que nous demandons aussi aux personnes qui sont en responsabilité justement les accompagner pour se mettre aux normes. S'il n'y a plus de questions, on met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Création d'emplois permanents dans le cadre de la portabilité de contrats à durée indéterminée. La parole est donnée à la collègue Sylvia Nassalon. Merci, Président. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité, établissement sont créés par un organe délibérant de la collectivité territoriale. Par dérogation au principe énoncé à l'article L.313-1, les emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux. La loi de transformation de la fonction publique est venue modifier l'article 3-5 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 qui favorise la mobilité des agents contractuels entre les trois versants de la fonction publique. Lorsque l'autorité territoriale propose un nouveau contrat sur le fondement de l'article L.332-8 à un agent contractuel territorial lié par un contrat indéterminé à une collectivité ou l'un des établissements publics mentionnés à l'article L.4, une personne morale relevant de l'article L.3 ou de l'article L.5 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. Partant de ce postulat et dans le cadre du changement de statut de l'espace thermoludique, il y a lieu de créer les postes suivants afin de mettre en œuvre la portabilité du contrat à durée indéterminée de certains agents selon les modalités ci-dessous. Contrat à durée indéterminée dans le cadre de l'article L.332-12 du Code général de la fonction publique, portabilité de CDI. Alors, pour la filière technique, catégorie C, nombre de 1, grade de référence adjoint technique à temps complet. Filière administrative, catégorie C au nombre de 1, grade de référence adjoint administratif à temps complet, 35 par 35 heures. Filière sportive, catégorie C, au nombre de 1, grade de référence, opérateur principal des activités physiques et sportives. Le Président vous demande de délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on met au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité de 3 voix contre. Création d'un emploi non permanent à passe contemporain et autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur cet emploi correspondant à besoin aussi des théâtres. La parole est toujours à Mme Arnaud. Merci, Président. Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. L'article 332-23.1 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de 12 mois sur une période consécutive de 18 mois, au renouvellement compris. Ainsi, en raison du nouveau besoin qui existe au CITEAC, il est proposé au conseil municipal de créer, à compter du 1er septembre 2023, un emploi non permanent sur le grade d'adjoint technique territorial de catégorie C, dont la durée hebdomadaire de service est de 35 par 35 heures, et de l'autoriser à recruter un agent contractuel pour une durée de 12 mois maximum sur une période de 18 mois. Cet agent assurera les fonctions de technicien du spectacle, opérateur projectionniste. L'agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade des adjoints techniques territoriaux.
Le tableau ci-dessous fixe les modalités. Contractuel de catégorie C, nombre de 1, poste opérateur, projectionniste, technicien du spectacle, type de recrutement, emploi non permanent, croissement temporaire d'activité, article 332-23-1 du Code général de la fonction publique, niveau de recrutement, diplômé en électronique et ou installation électrique ou dans le domaine technique, rémunération par référence au cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux, majoration de traitement de 40%. Nature de la mission, assurer le bon déroulement des projections cinématographiques des événements, spectacles, visites, etc. Niveau de rémunération, rien d'indiciaire des adjoints techniques. Le président vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, chers collègues? S'il n'y a pas de questions, je vais vous voir. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Françoise Apropos, 3 contre. Alors, c'est vrai que ce soir, on entend des créations de postes, mais je veux quand même préciser que ce n'est pas forcément de nouvelles personnes. C'est déjà des postes pour répondre à des besoins juridiques par rapport au transfert de la Vinchon. Et quelquefois, c'est pour aussi des besoins identifiés, ciblés, dans le cadre de nos services, pour nous permettre un meilleur fonctionnement, un meilleur service rendu à la population dans le cadre du cimetière. Et je parlais de développement, et c'est même rassurant, parce que c'est la preuve que la ville de Lamentin est dans cette dynamique de faire évoluer ses services, de développer ses compétences. Et quand nous n'avons pas la technicité sur place, eh bien nous avons le courage d'aller le chercher ailleurs. Donc ce n'est nullement, comme ça a été dit, ce n'est nullement du clientélisme, c'est vraiment de la gestion. C'est une équipe qui est au travail, c'est une équipe qui réfléchit et qui cherche à apporter des solutions. Et quand nous avons besoin de technicité, nous allons chercher là il faut pour qu'il y ait un meilleur service rendu à la population, donc la mise en œuvre de nos politiques publiques. En tout cas, merci chers collègues d'avoir pris la décision de voter ces points-là. Je vous remercie grandement pour ces personnes-là aussi qui sont à la Vinchon, qu'on ne peut pas laisser sur le bord du chemin afin qu'ils retrouvent leur emploi. Donc les gens de la Vinchon étaient déjà sur le compte de la mairie parce que je rappelle cependant que la paie de la Vinchon est supportée par la ville de Lamentin. Donc ça ne change rien dans le cadre du 012. Nous sommes bien d'accord. Le point numéro 15. Convention de jumelage entre la ville de Capesterre-Bello et la ville de Lamentin dans le cadre du plan ORSEC phénomène volcanique. La parole est donnée à la collègue Sylviane Font. Ah, c'est M. Ratti. Autant pour moi. Merci, Président. Bonsoir à tous. Dans le cadre du plan ORSEC de la plateau phénomène volcanique, les dispositions spécifiques ont été approuvées par l'arrêté préfectoral numéro 009 CAB SIDPC du 9 mai 2018. Il a été retenu la mise en place d'un gymnase entre communes pour faciliter l'évacuation des populations. Des communes suivantes en cas d'éruption volcanique: Bailly, Basse-Terre, Brillante, Capesterre, Goubert, Saint-Claude, Trois-Rivières, L'Espace, des habitants. Dans ce cadre-là, la ville de Lamentin devra accueillir dans ses abris sûrs les habitants de la ville de Capesterre qui ne pourront pas se reloger par leur propre moyen. La présente convention a pour objet de déterminer les modalités du gymnase entre la ville de Lamentin et Capesterre, à savoir le recensement de la traçabilité des déplacements, le transport vers la commune de Lamentin, l'accueil et logement des personnes déplacées, la fourniture de biens de première nécessité, l'enseignement, l'accueil des services administratifs de la ville de Capesterre, les mesures à prendre en cas de litige, la durée de la convention, un accompagnement financier et logistique par le service de l'État reste indispensable,
pour la réussite de ce gymnase. Le maire propose au conseil municipal de signer une convention de gymnase avec la ville de Capesterre dans le cadre du plan phénomène organique. Je vous demande d'éclairer. Le président vous demande d'éclairer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Monsieur Gladus. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans le cadre du mois de l'application de ce plan sec phénomène volcanique, il est question d'accueillir les services administratifs de la ville de Capesterre. Est-ce qu'on sait déjà, admettons, si ça se produit, en tout cas on ne l'espère pas, est-ce qu'on sait où on pourrait mettre ces services administratifs ici au Laurent? Alors, nous non plus on ne l'espère pas, mais on prend les précautions qu'il faut pour répondre, pour parer aux questions si cela arrive. Madame Yvonne, vous avez la parole. Oui, il me semble que... C'est dans le document? Oui, c'est dans le document. Oui, excuse-moi. C'est dans le document, en fait. Oui, désolé. Oui, il me semble qu'il y a eu un document joint. En tout cas, la ville, les services administratifs de la ville de Capesterre, en cas d'éruption de volcanique et d'évacuation, on a prévu de les loger au CFPPA de la Montagne de Bréfort, et on est aussi en train de travailler sur une convention avec le lycée agricole, puisque c'est le lycée agricole qui gère le CFPPA, une convention de mise à disposition de ces locaux-là. Donc tous les services administratifs seront à Bréfort. On a déjà effectué des visites sur le terrain avec les services administratifs de Capesterre. Merci. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on met au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues, pour ce travail effectué. Nous passons maintenant au point hors de haut, organisation de colloque sur la thématique du développement économique des sites naturels de la commune. La parole est à la collègue Viviane Maximin Dajazé. Collègue, tu as la parole. Merci, Président. Faisant suite à la journée de développement économique consacrée à l'UTUR en septembre 2022, il est porté à notre connaissance l'organisation d'un colloque autour du développement économique des sites naturels de la montagne, intitulé « Une vision partagée sur le développement économique et l'aménagement des sites naturels de la montagne ». Le samedi 9 septembre 2023, à l'auditorium de la médiathèque. Cette manifestation colloque aura lieu le samedi 9 septembre 2023 à l'auditorium de la médiathèque Ernest J. Pépin de 9h à 13h30. Il s'agira pour la collectivité de s'enrichir des projets et expériences des acteurs et experts du territoire, agissant et réfléchissant au développement et à l'aménagement des sites naturels. Au-delà de ces retours et partages d'expériences, la ville de la Montagne souhaite développer un espace de concertation favorisant une gouvernance élue citoyenne afin que les projets d'aménagement de nos sites naturels soient co-construits. C'est ainsi qu'une consultation citoyenne via les réseaux sociaux sur ce même sujet a été réalisée en mai-juin 2023. Dans cette optique, une réunion en intercommission communale, commission développement économique, commission participation des citoyens à la vie locale, animation des quartiers, vie associative, commission aménagement, urbanisme et développement durable a été organisée le 30 mai 2023. Une nouvelle consultation citoyenne pour la rencontre des associations du territoire a eu lieu le 19 juin 2023 en mairie, ainsi qu'une visite de sites en canot le long de la rivière de la Montagne. À l'issue de ces différentes concertations, un comité de suivi composé d'élus et de citoyens a vu le jour. Ce comité sera sollicité afin d'émettre un avis sur les projets d'aménagement des sites naturels. Ce colloque contribue donc à nourrir la réflexion de la collectivité dans le cadre de l'aménagement de ces sites naturels. Les interventions des thèmes seront abordées par Mme Pamela Auberton,
maître de conférence à l'Université des Antilles, sous le thème « Jardin créole, socle de nouveaux modèles de développement pour notre archipel ». Yvon Joseph, spécialiste des arbres fruitiers en pot, sur le thème « Comment valoriser un site naturel à partir d'une plantation d'arbres fruitiers en pot ». Max Cronier de Bélest interviendra, maître de conférence à l'Université des Antilles, anthropologie d'une influence socio-culturelle des us et coutumes traditionnelles guadeloupéennes face au goût alimentaire industriel et occidental, ce sera le thème de sa présentation. Madame Mylène Musquet, directrice de l'Office national des forêts, gestion multifonctionnelle des forêts et plus particulièrement de l'agroforesterie, aura cette présentation. Madame Valérie Séné, qui est directrice du Parc national de la Guadeloupe, présentera la stratégie d'accueil sur quelle stratégie d'accueil sur les aires protégées. Joël Raboteur, maître de conférence à l'université, type de développement endogène axé sur la baie de Blachon. Et moi-même, Liliane Maxime Bajazé, adjointe au maire déléguée au développement économique et à l'attractivité du territoire, je porterai une vision partagée de l'aménagement du site de Blachon. Alors pour cela, il y aura un traiteur pour un montant de 720 €, achat de fourniture de 1780 € pour un montant total de 2500 €. Le maire vous demande de bien vouloir approuver l'organisation. Le président vous demande de bien vouloir approuver l'organisation du colloque sur la thématique de développement économique des sites naturels le samedi 9 septembre 2023 à la médiathèque de Lamentin. Et il vous demande aussi d'en délibérer. Merci Yann. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? En tout cas, ça semble s'annoncer bien parce que j'ai entendu les noms sur le Glaquemel qui sera à Lamentin pour nous apporter des éclairages, des visions partagées pour nous permettre effectivement de réfléchir et de penser l'aménagement de notre territoire en matière de biodiversité, mais aussi le développement du site de Blachon. S'il n'y a pas de questions, mais au voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point numéro 10, c'est augmentation du capital social, autorisation du représentant de la collectivité à participer au vote de l'Assemblée générale extraordinaire de la Société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe. Autrement dit, c'est maintenant. La parole est à la collègue Gladys Buva. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la commune de Lamentin est actionnaire de la CEMAG, société anonyme au capital, de 20 679 070 € et qu'il est envisagé par le conseil d'administration de cette société de procéder à une augmentation de son capital social pour un montant maximal de 10 millions d'euros, avec comme chef de file les deux collectivités majeures, départements et régions, actionnaires majoritaires de la CEMAG par émission de 36 100.1 d'actions nouvelles au prix de 277 €, soit 230 € de valeur nominale, chacune assortie d'une prime d'émission de 47 € à libérer en numéraire ou par apport en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société. Par ailleurs, cette augmentation de capital suppose la suppression du droit préférentiel de souscription DPS afin de limiter la souscription aux actionnaires qui se sont d'ores et déjà positionnés. La collectivité dispose actuellement de 3,39% des actions représentant une valeur de 701 020 € 47 centimes. Il convient d'approuver au préalable cette augmentation de capital et dans la perspective de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire de la CEMAG et d'autoriser notre représentant à participer au vote de l'Assemblée générale sur l'augmentation de capital.
Il est également proposé au conseil municipal de ne pas souscrire à l'augmentation de capital de la CEMAC. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Monsieur Guacus. Merci. Alors, est-ce qu'on sait pour quelle raison il y a cette augmentation de 50% du capital? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse sur cette question-là? Le DGS est déjà parti, parce que c'est le DGS qui a été contacté pour cette question-là, mais il me semble qu'ils pensent élargir leur vente et élargir leur objet. Donc, c'est parce qu'il y a une modification de projet. Et nous, à la ville de Lamentin, nous ne participons pas à cette augmentation. Donc, nous gardons notre participation au même montant. Mais nous, bien sûr, nous permettons à cette structure de changer sa vision et d'aller plus loin dans les perspectives qui se sont fixées. Oui. Alors, quand vous dites qu'il est question d'objets, c'est-à-dire vous parlez du domaine en particulier, c'est bien ça? C'est-à-dire là, en ce moment, la CEMAC s'occupe de l'aménagement, c'est-à-dire tout ce qui est construction de logements. Donc, quand vous dites qu'il changerait d'objet, ça signifierait du moins qu'il ferait un aménagement, il ferait autre chose aussi. Non, c'est en fonction du nombre de projets. Au départ, ils s'étaient fixés des objectifs, mais à partir du moment où il y a plus de demandes, ils se rendent compte qu'ils doivent avoir les règles plus solides, donc ils augmentent leur capital, ce qui est normal. Parce que la CEMAC n'agit pas seulement que dans le logement, hein. C'est l'aménagement, nous sommes bien d'accord. Donc à partir du moment où il a pignon sur rue, il y a certainement d'autres communes ou d'autres propositions de projets. Il a jugé utile et nécessaire d'augmenter son capital, donc c'est normal qu'il augmente le nombre de parts. Donc pour augmenter le capital, il y a deux solutions. Hein. C'est où les adhérents augmentent leur participation ou on augmente le nombre d'adhérents. Donc nous à Lamentin, on reste sur ce qu'on avait déjà souscrit et donc on autorise la société quand même à faire l'ouverture et l'augmentation de son capital. D'autres questions, chers collègues? S'il n'y a pas de questions, on met aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point numéro 18, 5e édition du village des activités. La parole est au collègue Rodrigo. Manuela avec le parole. Dans le cadre de la politique de partenariat et de relations avec les associations mise en place par la ville de Lamentin, il a été décidé d'organiser le village des activités. Cette journée est dédiée à la promotion de la vie associative et à l'animation de la vie sociale sur le territoire. Pour ce rendez-vous annuel, l'ensemble des associations de la ville sont invitées à s'inscrire pour y participer. C'est l'occasion pour elles de présenter leur activité, leur parcours d'excellence, leur savoir-faire et de proposer des prix attractifs à la population. Par la même occasion, certains services municipaux seront associés à ce projet afin de présenter leur mission et les activités qu'ils proposent. Cette année, le village des activités prévoit également la présence d'institutions politiques et privées qui sont des partenaires incontournables du monde associatif. D'une part, les associations pourront prendre les informations utiles qui contribueront à leur développement. D'autre part, la population pourra s'informer des aides existantes qui leur permettront d'avoir accès aux activités sportives, culturelles et loisirs. Cette journée se tiendra le samedi 23 septembre 2023 à la salle des fêtes de Lamentin de 8h30 à 13h. Elle sera enrichie d'animations diverses telles que
jeux gonflables, jeux traditionnels divers, etc., des balades en charrette, des prestations de quadrilles, croquat, danse, etc., des ateliers d'art floral d'informations diverses, d'initiation de cartes, démonstration de thrilling de groupes en live et de groupes en live. Le budget pour l'organisation de la 5e édition du village des activités s'établit à 2 967,36 et se présente comme suit. Prestation de sonorisation, 781,20 €. Animation des jeux gonflables, 980 €. Animation jeux traditionnels, 400 €. Prestation animation, 350 €. Balade en charrette, 0 €. Sécurité, 0 €. Poste de secours, 456,16 €, pour un montant total de 2 967,36 €. Le président vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Madame Bémato. On s'est réunis l'autre jour et je vois qu'on a choisi le 23, alors que quand on a voté, c'était le 15, enfin le 15 ou le 16, on avait dit qu'on faisait tout ensemble et que ça allait se passer à la salle des fêtes comme prévu. Là, je vois qu'on a pris le 23, alors qu'il y avait un seul parmi qui était contre. Et là, je vois que c'est le 23. Et quand on a voté, tout le monde était d'accord à faire dans la journée du 15 au 16, soit le 16 ou le 15, je ne sais pas. Genre, moi, je tombe sur le 23 aujourd'hui. Alors qu'il y avait une seule personne qui était contre. Je peux le dire que c'est M. Moulin qui était contre. M. Moulin, vous êtes interrogé. Oui, effectivement, lors de la commission, qui était une commission mixte d'ailleurs, nous avons discuté sur la possibilité de faire. Nous avons discuté de la possibilité de réunir les deux manifestations le même jour, mais par contre, il s'est posé un problème de sécurité par rapport, même si les deux manifestations se faisaient le même jour, mais à deux lieux différents, c'est-à-dire pendant la journée du patrimoine, le 16. Pour le 16 septembre se tient également donc, la journée du patrimoine et en même temps on voulait faire effectivement le village des activités. Étant donné que la journée du patrimoine se tiendra le 16 ici même sur le parvis de la mairie et un podium qui sera mis en place, et on a finalement jugé que ce n'était pas sécurisant de faire bouger la population entre la salle des fêtes pour le village des activités et ici même notamment il était question d'une histoire de balade en charrette et pour des questions de sécurité on a préféré dissocier les deux manifestations et donc le 23 se tiendra le village des activités et dans 15 jours le 16 se tiendra non, le 16 se tiendra pendant la journée du patrimoine, la manifestation ici même. Donc, finalement, quand la commission a donné son avis, effectivement, mais en préparation du conseil municipal, l'ensemble des élus ont préféré effectivement dissocier les deux pour une question de sécurité. Oui, mais je trouve qu'on aurait pu même m'envoyer quelque chose sur la tête, me disant que c'était le 23. Puisque pourquoi j'ai participé le 16, tout le monde était là, on a voté pour le 16. Maintenant on met le 23, bon d'accord, vous êtes majoritaire à mettre le 23, mais au moins envoyer quelque chose par politesse, vous envoyez quelque chose sur la tablette me disant que la journée c'est le 23, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Alors, je suis pour la communication, effectivement. Comme nous avons pris ce genre de décision, on aurait pu, et je peux même dire, on aurait dû faire une communication en disant que voilà ce qui a été retenu. Cependant, je porte à votre connaissance que la commission ne donne qu'un avis. Après, il appartient à les élus et au maire de faire son arbitrage pour arrêter la décision finale.
Donc c'est dans ce sens-là, et que M. Boulay a très bien expliqué, c'était pour des raisons de sécurité qui nous semblaient évidentes, qu'on a préféré dissocier les deux manifestations. S'il n'y a pas d'autres questions, on met au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. Merci, chers collègues. Création d'un emploi non permanent en accroissement saisonnier d'activité, autorisation de recrutement d'un agent contractuel sur cet emploi correspond à un besoin d'assistanat. Pourquoi d'assistanat, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, tu vas nous donner l'explication. Gladys, tu vas la parole. Là, c'était toi, c'est pas donc, Le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L 313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. L'article L 332-23 numéro 2 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur les emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois au renouvellement complet. Ainsi, en raison du changement de statut de l'espace thermoludique et afin de permettre l'avancée des missions et tâches à effectuer, il est proposé au conseil municipal de créer, à compter du 1er septembre 2023, un emploi non permanent sur le grade d'adjoint administratif catégorie C, dont la durée hebdomadaire des services est de 35-35 et de l'autoriser à recruter un agent contractuel pour une durée de 6 mois maximum pour une période de 12 mois consécutifs. Cet agent assurera des fonctions d'assistant administratif à temps complet. L'agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférée au grade des adjoints administratifs selon le tableau qui fixe les modalités ci-dessus, catégorie C, au nombre de 1, le poste assistant administratif, type de recrutement, emploi non permanent, d'accroissement saisonnier d'activité, l'article L 332-23 numéro 2 du Code général de la fonction publique, niveau de recrutement, diplôme de niveau minimum 4, rémunération par référence au cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, majoration des traitements de 40%, nature de la mission, réaliser des missions administratives, niveau de rémunération, grille indiciaire des adjoints administratifs territoriaux. Le président vous demande d'en délibérer. Y a-t-il des questions, chers collègues? Monsieur Guillaume, vous avez des précisions? Non. C'est que la question de l'assistanat a un peu interposé. Oui, c'est normal. Il y a deux. Et c'est quoi la réponse? Mais c'est tout simplement la fonction d'assistance. C'est assistant administratif. D'accord. Ok. On met au revoir. Assistance, l'assistanat. L'assistanat, c'est le fait d'occuper une fonction d'assistant. Mais c'est vrai qu'il a une acception péjorative par moment, mais il y a aussi l'autre définition. D'accord. Ok. On met au revoir. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Moins 3 contre, pardon, à la majorité, moins 3 contre. Chers collègues, nous sommes arrivés au fond des travaux. Alors, il y a 4 questions qui avaient été posées par la minorité. Donc, ce ne sont pas des points inscrits à l'ordre du jour, bien entendu, mais c'est pour une question diverse, donc il n'y a pas de débat. Où il a été demandé la copie des factures des restes à réaliser. Vous voulez dire quoi exactement par là? Monsieur Bacchus. Monsieur le Président, c'est clair.
lorsque vous avez voté le vote administratif, c'était le 23 le 26 juin dernier, il y avait un tableau qui référençait du moins les fameux restes à réaliser. La seule chose qu'on demande, en fait, c'est qu'on puisse avoir ces éléments. On demande ces éléments, on demandait également, et j'avais eu votre information, et Mais non, mais on reste sur le premier, on reste sur le premier point. Oui. D'accord? Alors, donc quand vous dites des restes à réaliser, oui. Parce qu'en principe, il n'y a pas de reste, il n'y a pas de facture pour des restes à réaliser. Monsieur Saint-Cyr. Non, moi je pense que ceux qu'ils demandent, je ne sais pas si je vous demander si c'est ceux qui se trouvent déjà au niveau du comptable du Trésor, parce que les restes à réaliser, en fait, les factures ont déjà été émises, les mandats ont déjà été émis, hein, et les sommes sont déjà mandatées et ne sont peut-être pas payées. Je suppose que c'est ce que vous voulez avoir. Est-ce que c'est parce que c'est ça, c'est ce que vous voulez? C'est ça. D'accord. Donc on va vous faire parvenir l'état des restes à réaliser. Donc, on a donné ordre au service financier de vous transmettre ces éléments-là. Mais c'était la précision qu'on voulait avoir sur votre question. L'autre question, c'était la liste des subventions, sachant que les éléments étaient déjà dans le compte administratif. Hein. Les éléments sont dans le compte administratif. On va vous redonner les états, parce que la façon dont vous formulez les choses par souci de transparence, mais vous n'avez pas le monopole de la transparence, nous aussi nous le sommes. Donc nous avons bien. Donc, non, à chaque fois qu'on a voté ces documents financiers et administratifs, nous fournissons les éléments en annexe. Donc vous les avez certainement, mais il n'y a pas de souci. On va vous les faire parvenir sur un format. J'ai demandé au directeur des finances de vous le faire parvenir. L'autre question, c'était la liste des subventions demandées par la collectivité au titre de 2023 et celles déjà perçues. Alors, là aussi, hein, à chaque fois que nous faisons des demandes de subventions pour accompagner nos projets, là aussi, les demandes de subventions sur le plan de financement est porté. Donc, vous avez ces éléments-là. Si vous votez, vous les votez quelquefois. Donc, vous avez ces éléments-là aussi. Mais si pour vous faire un état, pour vous faciliter le travail récapitulatif, je vais demander à l'administration de vous donner ces états-là. Mais normalement, vous avez tous ces éléments-là. Pour les montants perçus, là aussi, on va vous donner ces éléments-là. Il n'y a pas de souci. S'agissant de la politique agricole, oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, merci. Avant de venir sur la question de la politique agricole fondamentale, il y avait le tableau des effectifs, parce que je me rappelle, vous m'aviez dit oui, lors du dernier conseil municipal de juin, et le directeur des ressources humaines avait au contraire dit que c'était des documents qui étaient communicables. Donc, et ça fait partie du mail que j'ai envoyé, avant le mois de juillet, que d'ailleurs j'ai relancé au cours de cette semaine. D'accord. Donc je continue dans l'ordre que j'avais préétabli moi-même. Donc s'agissant de la politique agricole, vous le savez que la ville n'a pas cette compétence-là. Donc ce n'est pas une prérogative de la ville. Donc nous ne pouvons pas prendre de délibération sur la politique agricole. Vous savez que ce sont, je continue, je vous aurai la parole tout à l'heure. Nous savons que ce sont les collectivités majeures qui en ont la charge. Cependant, nous n'ignorons pas que nous sommes dans une commune rurale et autour de nous, nous savons qu'il y a des agriculteurs et qu'il y a des IFA. Nous, dans notre position, nous avons par exemple dans le cadre du PLU augmenté la surface agricole de la montagne de 143 hectares par rapport au poste. Donc c'est notre contribution pour le développement agricole. Nous sommes en relation avec la Chambre d'agriculture et le GFA de Blachon. D'ailleurs, nous avons fait l'acquisition des routes sur le GFA de Blachon afin de l'améliorer pour ces agriculteurs. Il y a aussi que, jadis, il y avait bien sûr la mise à disposition des terres communaux
intercommunal, des terrains communaux en faveur des agriculteurs qui n'étaient pas forcément des agriculteurs. Et là, nous faisons fort de vouloir les récupérer et pour les mettre à disposition des jeunes agriculteurs qui sont en demande de surface pour cultiver. Et vous savez bien que c'est difficile dans la mesure que ces familles qui avaient reçu, j'ai presque envie de dire, ces terrains font comme si c'est un héritage, parce que les générations changent, et ils veulent même, il m'arrive de recevoir des demandes de déclassement pour ces terrains-là, que je refuse naturellement, bien entendu. Donc, ces terrains-là, nous allons entamer un combat pour les récupérer, qui sont sur les hauteurs de Chouchou, de Ravet-Chaude, etc., pour que les terrains communaux qui sont classés agricoles soient mis à disposition des jeunes agriculteurs de la montagne. Vous avez la parole, M. Bacchus. Non, c'est bon. D'accord, très bien. Vous parlez du tableau des effectifs. Vous avez eu ces éléments-là aussi sur le rapport. Non, écoutez-moi, il faut savoir utiliser et il faut travailler. Vous avez eu ces éléments-là, sans vouloir vous donner de leçons, vous avez eu tous ces éléments-là dans le rapport d'orientation budgétaire. Vous avez tous les tableaux, tous les éléments sur les effectifs de la ville, le nombre de femmes, le nombre d'hommes, etc., sur le rapport d'orientation budgétaire. Vous avez ces éléments-là. Mais il n'y a pas de souci. Si vous le demandez de manière plus synthétisée, j'ai demandé à l'administration aussi de vous donner ce document-là. Mais c'est pour vous dire que par souci de transparence, eh bien, nous donnons les documents à l'ensemble des élus. Je vous écoute. Alors, j'ai fait la demande, nous avons fait la demande de ces documents-là, pour la simple raison, notamment concernant les tableaux effectifs, puisque dans le fameux, lorsqu'on avait consulté c'est l'Europe, c'est ça, quand on avait lu, on n'avait pas lu. Donc c'est la raison pour laquelle on a demandé, c'est la raison pour laquelle on vous a fait cette demande. Si on avait déjà notre possession, si c'était clair, on ne vous aurait pas fait la demande. C'est la raison pour laquelle le mail a été envoyé en ce sens. Et d'ailleurs, la fois dernière, on m'avait dit que ça ne pose pas de problème, que ce sont des documents communicables. C'est bien ce que je dis, c'est des documents communicables. Donc, je vous confirme que dans l'Europe, l'ensemble des élus, minorités et majorités compris, ont reçu ces éléments-là. Et je peux apporter la preuve si c'est nécessaire. On n'ira pas jusque-là, mais j'ai demandé à l'administration de vous mettre à disposition ce document-là. OK? Merci. Vous avez parlé du plan cyclone pour les dispositions que nous aurons prises pour le... Effectivement, alors, il s'agit du plan cyclone, peut-être pas, mais en tout cas, je demandais lors du dernier conseil municipal quelles étaient les dispositions qui avaient été prises par la collectivité pour pouvoir préparer la saison, faire face du moins à cette saison cyclonique. Alors, là aussi, ce document-là est en ligne sur le site de la ville. Nous avons ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde et qui parle des dispositions, des fiches actions qui sont mises en place pour parer à la saison cyclonique. Il y a des affiches un peu partout sur le territoire. Comme vous aurez l'occasion de suivre le Lamentin, vous aurez des affiches pour couper les lieux de sécurité. Et pour plus de précisions, j'invite Madame, si tu peux porter des précisions, Madame Yépois. Oui, alors pour répondre à la question, je vais peut-être replacer la question dans sa globalité. En fait, le plan ORSEC, c'est un dispositif qui, depuis la loi numéro 2004-811 du 13 août 2004, impose pratiquement à la collectivité, au maire, de mettre en place le PCS. D'organiser, non seulement de faire de la prévention, de l'information, de la protection et la gestion de la crise. Et en fait, on n'a pas un seul plan. On a dans le document, un document unique, le plan communal de sauvegarde, l'organisation en cas de crise. Avant,
pendant et après. Donc, c'est toute l'année que nous mettons à jour ce document-là, puisque c'est un document qui est dynamique, que je vous invite à venir consulter, puisque bon, il est là, je peux vous le montrer, mais il est assez épais. Donc, toute l'organisation est dedans. Nous avons la cellule de crise, avec plusieurs, le maire, il est le directeur des opérations de secours, avec les... Il y a une cellule de crise, ok? Voilà, qui se déclenche au moment de l'alerte. C'est le préfet qui donne l'alerte. Et nous avons plusieurs cellules, nous nous sommes réunis, nous avons nos fiches support que nous mettons à jour, tout est là-dedans, tout est consigné dedans, l'organisation du PC en cas de crise, et nous avons, à l'ouverture de la période cyclonique, nous avons eu une réunion avec les services de préfecture. L'année dernière, nous avons fait un exercice, c'est l'exercice Zéphyr, en juin 2016, avec la préfecture, avec toutes les étapes. Donc, nous avons aussi rencontré le SDIS, qui sera avec nous au PC. Et voilà. Et donc, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez venir nous voir. Mais en tout cas, nous avons fait ce qu'il fallait pour pouvoir préparer cette saison. Nous avons même déjà préparé les communiqués à faire passer à la population, surtout au niveau des alertes. La vigilance et la météo, les communiqués sur la vigilance, c'est la météo qui s'en occupe, mais tous nos communiqués sont déjà prêts. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez passer nous voir. Service prévention des risques majeurs. Nous mettons à disposition le PCS pour vous montrer un peu comment ça se passe et comment c'est organisé. Mais en fait, cette réponse-là, c'est une réponse que nous faisons à toutes les crises. Nous devons être prêts à tout moment à répondre, à gérer une crise. Tsunami, inondation, cyclone, tremblement de terre, etc. Et à chaque fois, c'est un hors-sec différent. Hors-sec, cyclone, hors-sec. Voilà, on a voté le hors-sec volcan, etc. Donc nous avons des fiches actions, des fiches missions, des fiches support. Merci. Monsieur Bacchus. Je vous remercie. Alors, je vais poser la question pour la simple raison qu'il y a un administré qui est venu, cela fait déjà quelques années, pour tirer la sonnette d'alarme concernant le fait qu'il est il est localisé du moins à un endroit où il subit la montée des eaux. Et effectivement, à plusieurs reprises, il était venu en mairie pour signifier en fait ces éléments-là, mais malheureusement, c'est son impression. Il avait l'impression en fait d'être plus ou moins mené en bateau, parce que il m'avait fait comprendre que le maire était au courant et qu'il était d'ailleurs venu et lui avait dit que les choses allaient être faites, mais entre-temps, les années sont passées et à chaque fois, il tire la sonnette d'alarme. Malheureusement, du moins, il a l'impression de ne pas d'être entendu. Donc, c'est quelqu'un qui habite à Borel. C'est quelqu'un qui habite à Borel et qui, comme je disais, a déjà fait le DCCA, il a déjà pris contact avec le service de l'urbanisme, il a déjà pris contact avec un élu, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite donnée à sa demande. Ok, alors, donc, quand vous parlez de Borel, donc effectivement, je ne vais pas revenir sur l'histoire parce que j'ai pu comprendre que ça vous dérangeait. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais assez souvent, on accordait des autorisations de permis de construire, même dans des zones inondables. Et après, effectivement, il y a pratiquement plus de solutions techniques, ou bien tout assez compliquées. Et aujourd'hui, dans la GEMAPI, c'est plus la commune qui a la main. Mais cela étant, ça m'étonnerait, c'est peut-être votre façon de dire les choses, mais ça m'étonnerait que les services, ou quel que ce soit de la ville de la montagne, et même le maire, avec tout le respect qu'on lui doit, pourrait traiter l'ancien administré comme s'il a laissé pour compte. Ça, je m'en étonne et je lui oppose fermement. Cela étant, je pense que Mme Riga, qui s'occupe essentiellement pour nous auprès de la CNBT sur la gestion de la montée des eaux, donc de la GEMAPI, pourra nous donner des précisions, certainement connaître ce dossier. Bonsoir à tous.
Alors effectivement, concernant l'administré, donc parler de Borel, sa situation est en phase d'être résolue, parce qu'avec la CNBT et la JMAPI, nous y étions lundi, il était présent, donc nous avons trouvé une issue à son problème, parce que c'était complexe, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Donc moi-même personnellement, le maire l'a reçu, je l'ai moi-même accompagné et on lui a expliqué que les choses devaient prendre du temps. Et la patience, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, il a compris le message, il a su faire preuve de patience. Et nous sommes en phase avec la CNPT, la CEMAC, de pouvoir trouver une solution. Et là, il n'aura plus de montée des eaux. Merci. Tu veux apporter une précision? Une petite précision. Alors, concernant les zones inondables, là aussi nous avons un aléa inondation à Bourret. Et en cas de forte pluie, en cas de dégâts des eaux, nous avons prévu avec la police de passer avec le porte-voix pour avertir la population sur déjà lui emmener l'information et aussi lui dire quelles sont les conduites à tenir. Voilà, ouverture d'abri, l'abri sûr, on a un abri sûr à côté, donc on peut aussi, voilà, tout ça c'est dans le document. Voilà. D'accord, tout ça c'est dans le document. Donc c'est pour vous dire que le travail est fait en matière de sécurité. Donc comme l'a bien précisé Madame Liga, la personne dont vous vouliez prendre un exemple, est soutenue et accompagnée, seulement quelquefois il faut avoir de la pédagogie et faire comprendre à la personne qu'à un moment, c'est plus la commune qui a la délégation. Donc on est obligé de faire avec le partenaire qui est en gestion de la GMAPI qui a les fonds, et c'est la CNBT. Donc aujourd'hui, la CNBT est sur le terrain. Et assez souvent, les gens pensent que régler le problème devant eux, mais ils n'imaginent pas que régler le problème devant leur maison, c'est leur envoyer chez quelqu'un d'autre. Et donc des fois, les travaux à faire sont colossaux. Donc il faut qu'on s'appuie sur les partenaires, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc Madame Liebon vous a bien dit que l'ensemble le plan communal de sauvegarde, l'ensemble les cyclones, le volcan, les séismes, les tsunamis, tout ça. Donc la population de Lamentin est en sécurité par nos actions. On ne peut pas prévoir de la réalité des choses parce que les choses peuvent être plus intenses que prévu. Mais en tout cas, il y a un nouveau service qui a été créé dont Madame Liebon est la responsable, qui se fait fort de mettre à jour tout ce qui est documents afférents au risque sur le territoire de la Guadeloupe et de la montagne plus singulièrement. En tout cas, chers collègues, je vous remercie pour la teneur des débats. Et en tout cas, merci aux collaborateurs, merci à l'ensemble des élus pour le travail effectué et de votre implication. Merci et bon retour chez vous.